Le comité directeur du PS a élu à l'unanimité M. Lionel Jospin. Nous reviendrons dans un instant à la porte de Versailles, où la soirée comprendra un grand discours de M. Mitterrand, suivi de festivités. En attendant, voici le résumé de la matinée à Créteil. Mitterrand, 83,64%. Le congrès extraordinaire du PS n'a pas duré bien longtemps. Dans la matinée, M. Mitterrand devient officiellement le candidat du parti avec une majorité très confortable. Quelques instants plus tard, il est remplacé au poste de premier secrétaire par M. Lionel Jospin. Le nouveau candidat remercie alors son parti. Je n'en veux distinguer aucun, si ce n'est, me tournant vers Lionel Jospin, pour l'assurer de notre concours et de notre affection, et vers Michel Rocard, qui pouvait prétendre à nous représenter dans cette grande circonstance, et pour lui dire, avec amitié, que, s'il ne le savait pas déjà, il n'est pas de frontière plus facile à franchir que celle qui sépare le présent de l'avenir. C'est donc la journée de l'unité chez les socialistes. Le manifeste du parti est adopté à l'unanimité en début d'après-midi et les rocardiens semblent avoir oublié leur amertume récente. J'avais fait mystère que le renoncement de Michel Rocard a provoqué de ci, de là quelques états d'âme, mais ce jour qui est un aboutissement est aussi une date de rassemblement des socialistes et les rocardiens, comme vous le dites, entendent prendre toute leur part dans le grand combat qui s'annonce. Ils seront là, on peut vous l'assurer, où le devoir commande. Après Créteil, tous les dirigeants sont venus rejoindre les militants au meeting de la porte de Versailles. Le PS ce soir attend plus de 10 000 personnes et c'est dans quelques instants que le candidat François Mitterrand prononcera son grand discours politique de la journée. François Mitterrand va donc prendre la parole porte de Versailles. Bernard Pradino est sur place, vous venez de l'entendre, et dès qu'il aura pu avoir le temps matériel de sélectionner le plus important de ce qu'aura dit le candidat socialiste, je lui donnerai l'antenne pour qu'il vous diffuse l'extrait choisi. Contrairement aux affirmations d'une dépêche de l'agence France-Presse que nous vous avons diffusée hier dans ce même journal, nous sommes en mesure de préciser que M. Michel Jobert n'a pas arrêté à l'heure actuelle sa décision pour la prochaine élection présidentielle. Toujours au chapitre de l'élection présidentielle, après-demain lundi soir, un carte sur table exceptionnel puisque pour la première fois, on y accueillera successivement deux invités, deux candidats déclarés à l'élection présidentielle, Marie-France Garot et le leader des radicaux de gauche, Michel Crépeau. Après-demain, donc lundi, 20h35, carte sur table avec ces deux candidats dans l'émission de Jean-Pierre Elkabbach et Alain Duhamel. Le voyage officiel de M. Raymond Barre au Maroc est terminé. Le Premier ministre s'est rendu cet après-midi à Marrakech pour un bref séjour privé. Les entretiens franco-marocains se sont déroulés dans un climat d'excellente qualité, nous dit-on. La coopération franco-marocaine en sort renforcée. Des assurances accrues doivent être données aux Français vivant au Maroc. Tels sont quelques-uns des points examinés. Et de Rabat, maintenant, l'analyse du voyage par notre envoyé spécial Paul Naon. Ce voyage au Maroc était en principe le dernier voyage officiel de M. Raymond Barre en tant que Premier ministre, puisque vous savez qu'il présentera sa démission après les élections présidentielles. Alors, pas d'amertume chez M. Raymond Barre, peut-être une certaine fatigue à un poste, et il l'a répété encore hier, qu'il ne souhaitait à personne. Reste qu'économiquement, ce voyage aura permis de resserrer les liens économiques entre la France et le Maroc. Ils en avaient besoin. On va essayer de tenter d'encourager les investissements français ici. Et le Maroc a demandé officiellement à la France la construction d'une usine nucléaire qui sera fabriquée ici dans quelques années. Politiquement, la France a tenu à réaffirmer sa position de stricte neutralité dans l'affaire du Sahara occidental. M. Raymond Barre a réaffirmé aussi également quelle serait la politique de la France désormais en Afrique, et il a répondu aux critiques formulées contre la France après les événements du Tchad. Nous avons essayé pendant longtemps de faire en sorte qu'une solution politique puisse être trouvée au Tchad. On nous a demandé de retirer nos forces du Tchad. Nous ne nous imposons dans aucun pays, nous avons retiré nos forces. Entendre maintenant ceux qui nous avaient demandé de retirer nos forces venir nous dire que nous aurions dû les y laisser me paraît assez intéressant, pour ne pas utiliser un autre qualificatif.
si en Afrique, des pays souhaitent que la France leur apporte une aide, comme je l'ai dit tout à l'heure, la France sera présente. Rappelons que mardi soir prochain, dans 3 jours, donc à 20h sur Antenne 2, dans le cadre de l'émission 1 heure avec le président de la République, M. Giscard d'Estaing répondra aux questions de politique internationale que lui poseront Jean-Pierre Elkabbach, Alain Duhamel et Georges Bortoli, mardi 27 janvier, donc à 20h, 1 heure avec le président de la République, j'ai bien dit 20h, et le journal télévisé ce soir-là sera diffusé à 19h15. En Pologne, la grève de fête semble plus largement suivie sur l'ensemble du pays qu'il y a 2 semaines, c'est-à-dire le samedi 10 janvier, lors du premier affrontement entre le gouvernement et Solidarité sur la question spécifique de la semaine de travail de 5 jours. Donner une bonne estimation de ce qu'on peut représenter aujourd'hui les arrêts de travail n'est pas facile, car ce boycott du samedi n'est pas comparable à une grève générale. Il faut donc faire la part des choses. Avec Philippe Rochaud, essayons d'y voir plus clair. À 8 heures ce matin, les sirènes appelaient les 16 000 ouvriers de l'usine de tracteurs d'Ursus à cesser le travail. C'est là que la révolte a éclaté en 1970 et dans cette fabrique, le mot d'ordre de grève a été suivi à près de 80%. Dans le reste de la Pologne, la plupart des chantiers navals, des usines et des aciéries étaient paralysés. La grève, selon les témoins, a été mieux suivie que celle du 10 janvier et l'appel de Lech Walesa, refuser de travailler le samedi tant qu'un accord n'a pas été trouvé, a été largement entendu. L'agence officielle d'information elle-même a été touchée par la grève et seuls ont pu paraître, avec beaucoup de retard, les 2 quotidiens du parti. Solidarité sort provisoirement vainqueur de cette épreuve de force avec le gouvernement, mais les ponts ne sont pas rompus, les négociations pourraient reprendre la semaine prochaine. En revanche, Moscou voit dans cette grève un nouveau défi des syndicalistes polonais qu'elle accuse de vouloir paralyser la vie économique et sociale de la Pologne. Les ex-otages américains de Téhéran quittent Wiesbaden demain pour rentrer chez eux. Mais Washington a officiellement protesté auprès de Moscou contre certains articles de la presse russe. Ces articles attribuent les déclarations faites depuis 4 jours par les prisonniers libérés à propos des mauvais traitements subis en Iran à un lavage de cerveau organisé à Wiesbaden par les spécialistes de la CIA ou le CIA. Toute l'Amérique a suivi avec passion, en tout cas, avant-hier soir, une émission sur les otages présentée par Pierre Salinger. Celui-ci, ancien chef de presse du président Kennedy, réside depuis longtemps en France. Selon Salinger, 1 mois après la prise des otages, un accord serait intervenu entre Washington et Téhéran pour libérer 3 d'entre eux pour la Noël 79, mais cette libération aurait échoué à cause des révélations prématurées faites par les membres d'une délégation sénatoriale française qui revenait de Téhéran. Salinger explique l'affaire à Claude Guénière, représentant d'Antenne 2 aux États-Unis. Au milieu de décembre 1979, le Shah d'Iran, l'ancien Shah d'Iran, est allé des États-Unis à Panama. Quand il est arrivé à Panama, il y avait des espoirs dans le gouvernement iranien qu'on pouvait organiser son extradition en Iran. L'avocat français Christian Bourguet et l'homme d'affaires argentin Hector Villalon sont allés à Téhéran pour voir Sadegh Ghozbadeh et Bani Sadr. Et ils ont eu 2 jours de réunion dans laquelle ils ont décidé d'envoyer Bourguet et Villalon à Panama pour se renseigner sur la méthode d'extradition du gouvernement panaménien. Et Ghozbadeh et Bani Sadr et l'ayatollah Khomeini ont décidé, comme signe de bonne volonté envers les Panaméniens, de libérer 3 otages pour Noël. 2 étaient des otages hispaniques, M. Gallegos et M. Lopez, et l'autre d'origine indien-américain, M. Kopke. Pendant que M. Villalon et M. Bourguet étaient dans l'avion en direction de Panama, une délégation française dirigée par Mme Brigitte Gros est arrivée à Téhéran, allée à Qom où ils ont vu l'ayatollah Khomeini, ils ont eu des réunions avec M. Bani Sadr, et dans la réunion avec M. Bani Sadr, ils ont appris, mais dans une façon confidentielle, que le gouvernement iranien préparait de libérer les otages. Cette délégation française est arrivée à l'aéroport de Paris le 23 décembre, où ils ont tenu une conférence de presse, et dans laquelle ils ont annoncé la libération proche de ces 3 otages. Tous les témoins, iraniens, panaméniens, plus les intermédiaires Bourguet et Villalon, s'accordent pour dire que cette malheureuse déclaration à l'aéroport
a arrêté le gouvernement d'Iran de faire ce geste pour le gouvernement de Panama, parce que la délégation française avait indiqué que c'était un geste envers la ville de Neuf-le-Château où l'ayatollah Khomeini avait vécu pendant qu'il était en France. Madame Brigitte Gros, sénateur, dément formellement de son côté que la mission des sénateurs français en Iran ait pu faire échouer la libération de ces 3 otages. Elle affirme, au contraire, dans les colonnes de notre confrère Le Monde ce soir, que les dirigeants iraniens lui avaient donné leur parole que les 3 hommes en question seraient effectivement libérés à la Noël 79. C'est demain que l'on connaîtra à Pékin la sentence prononcée contre Madame Jiang Qing, la veuve de Mao Tse-tung, et contre ses 9 co-accusés. À Bruxelles, ce matin, une très importante manifestation syndicale à laquelle ont pris part plusieurs dizaines de milliers de personnes à l'appel de la FGTB, la centrale syndicale socialiste belge. Les manifestants étaient arrivés dans la capitale de diverses régions du pays. Leur but, protester contre le programme de redressement économique présenté par le gouvernement de M. Wilfried Martens, social-chrétien flamand, Premier ministre. Les slogans inscrits sur les pancartes réclamaient la liberté de négociation des conventions collectives avec les employeurs. Ces slogans demandent de faire payer les riches et non les pauvres, et ils condamnent la réduction des allocations de chômage. L'autre grande centrale syndicale belge, la CSC, de tendance sociale chrétienne et qui est plus proche du Premier ministre Martens, ne s'est pas associée à la manifestation de masse, mais elle compte publier mardi un calendrier de manifestations qu'elle compte mettre sur pied. L'adhésion de la Grèce à la communauté européenne ne présente pas de danger pour l'agriculture française. C'est ce qu'a déclaré Constantin Karamanlis, président de la République grecque. Dans son interview exclusive pour Antenne 2, donnée à Athènes à Dominique Lory, le président, qui répond à la première question en français, explique pourquoi il s'est efforcé de faire adhérer son pays à la communauté européenne. Par l'adhésion, j'ai recherché d'abord le retour de mon pays dans la famille européenne, avec laquelle l'UNIS, des liens traditionnels et multiples aussi. Mais j'ai également recherché cette adhésion parce que je crois que de cette façon, notre indépendance nationale sera renforcée. Et aussi le développement économique et social de notre pays sera accéléré. Monsieur le Président, dans le climat actuel, comment voyez-vous l'avenir de l'Europe? Πιστεύω στην αναγκαιότητα, και αυτό το έχω διακηρύξει πολλές φορές, της σταδιακής ενοποίησης της Ευρώπης. Γιατί μόνο με την ενοποίησή της η Ευρώπη θα καταστεί ικανή να ξεπεράσει την πολύπλευρη κρίση την οποία αντιμετωπίζει σήμερα. Αλλά και γιατί πιστεύω ότι μια ενωμένη Ευρώπη μπορεί να εξισορροπήσει το σχετισμό δυνάμεων στον κόσμο και να επηρεάσει ευεργετικά την πορεία της ανθρωπότητας. Γνωρίζει τις δυσκολίες που παρουσιάζει η διαδικασία της ενοποίησης. Πιστεύω όμως ότι οι δυσκολίες αυτές είναι κίνητρο και όχι εμπόδιο για την ενοποίηση της Ευρώπης. Dans les tensions de politique internationale, est-ce que la Méditerranée vous paraît une zone toujours aussi dangereuse? Η ανθρωπότητα πορεύεται χωρίς προοπτική και συνεπώς το μέλλον διαγράφεται σκοτεινό και βέβαιο. Μέσα σε αυτό το διεθνές κλίμα, όλες οι περιοχές του κόσμου μπορούν να θεωρηθούν επικίνδυνες. Ειδικότερα όσον αφορά την Μεσόγειο, νομίζω ότι είναι ο λιγότερο επικίνδυνη από την Κεντρική Ευρώπη και ο πολύ λιγότερο επικίνδυνη από τη Μέση Ανατολή και την Κεντρική Ασία. Monsieur le Président, peut-on envisager des rapports encore plus étroits entre Athènes et Paris? Οι σχέσεις της Ελλάδας με τη Γαλλία είναι εξαίρετες σε όλους τους τομείς. Και μπορούν ασφαλώς να γίνουν στενότερες στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής κοινότητας. Και αυτό για τον πρόσθετο λόγο ότι η Γαλλία και ιδιαίτερα ο πρόεδρος της, κ. Ζισκάρ ντ'Εστέν,
συνετέλεσαν ή συνέβαλαν αποφασιστικά στην ένταξη της χώρας μου στην ευρωπαϊκή κοινότητα. En effet, M. Karamanlis a résidé pendant près de 11 années en France, période pendant laquelle les colonels étaient au pouvoir, chez lui en Grèce, et il a tenu à remercier le peuple français, dont il a été l'hôte pendant ces 11 années difficiles pour lui. Signature ce matin à Moscou d'un protocole d'accord culturel franco-soviétique portant sur le développement des contacts dans l'enseignement, dans le domaine scientifique, dans celui des échanges artistiques. Il prévoit cet accord notamment une exposition de peinture française à Moscou en juin et des stages en URSS pour les personnes françaises enseignant le russe chez nous en France. À Coutances, dans la Manche, une explosion a dévasté ce matin une HLM. 2 morts, une dizaine de blessés, dont certains gravement atteints. Les locataires de l'immeuble détruit ont été relogés dans des HLM non occupés. On ne connaît pas avec précision les causes de l'accident, Bernard Marchetti. Oui, on va encore évoquer la fameuse loi des séries qui ne s'appliquerait qu'aux événements funestes. Après Marseille, Coutances. Une explosion d'une violence inouïe, toute la partie supérieure de l'immeuble soufflée. On parle d'une fuite de gaz au 2e étage, mais ce n'est pas encore une certitude. L'immeuble était équipé au gaz naturel, pratiquement inodore. Personne n'a soupçonné une fuite. Les victimes ont été surprises dans leur sommeil. Il était 6 heures ce matin. 2 dames âgées ont été tuées. Sur une dizaine de blessés, 4 souffrent de brûlures graves. Cependant, ce drame a eu aussi ses miraculés. 4 enfants qui dormaient au 3e étage ont été projetés dans la rue. Ils sont à peine commotionnés. La literie éjectée avec eux aurait amorti leur chute. De l'autre côté de la rue se trouve une école maternelle qui a subi aussi quelques dommages, mais à cette heure-ci matinale, elle était déserte, heureusement. Joseph Andréani, inculpé de participation à une série d'attentats du FLNC commis il y a 2 ans dans la région de Porto Vecchio en Corse, a été placé sous mandat de dépôt hier soir par Michel Legrand, juge d'instruction à la Cour de sûreté de l'État. Il y a 3 semaines, le même magistrat avait interrogé M. Andréani, mais il l'avait laissé en liberté. Le magazine Antenne, lettres blanches et noires sur fond rouge, voyez, je vous le présente, vient de décerner son prix mensuel destiné à récompenser la meilleure émission du mois. Ce prix va au reportage sur le boycott du veau, qui vous a été présenté par Henri Gallet et Philippe Gassot de notre rédaction et que vous avez vu dans une édition du magazine de la rédaction d'Antenne 2, Question de temps. Demain à Vincennes, c'est la plus grande épreuve de course au trot de l'année, le Prix d'Amérique. Parmi les 18 partants, 4 grands favoris, la jument américaine Classical Way, le français Yantin qui reste sur 10 victoires consécutives en France, le plus beau trotteur de tous, Idéal du Gazo, et celui qui sera le plus joué, je pense, Jorki, drivé par Léopold Verhaken, l'analyse de Pierre Edbress. Comment l'avez-vous découvert, Jorki? C'est M. Billard qui me l'a amené à l'entraînement. Il est arrivé comme ça presque par hasard même. Et tout de suite vous avez senti que c'était un champion? Non. Un peu la foi. Encore maintenant il m'étonne parfois. Pourquoi? Parce qu'il progresse, je crois qu'il continue à progresser. Moi, il m'a étonné parce que c'est un cheval qui a du caractère et de la personnalité. Il est toujours en train de se faire remarquer en faisant des mimiques. C'est curieux pour un cheval. Oui, mais ça c'est au travail ou dans le box. Ou en dehors du travail, mais au travail il est très sérieux. C'est un vrai cheval de course. Ouais. Qu'est-ce qu'il a gagné comme course jusqu'à présent? Il a gagné tous les critériums en France. Critérium des 3, 4 et 5 ans. Puis quelques courses à l'étranger. Des bonnes courses à l'étranger? Des bonnes courses, oui. Prix des meilleurs à Munich, Grand Prix des Pays-Bas. C'est le meilleur en France. Jorki? Oui. On verra dimanche. On dit que Yantin, votre cheval, est le concurrent le plus sérieux de ce Prix d'Amérique avec Jorki. On le dit, c'est-à-dire que sur ses dernières courses, on peut le penser. On peut le penser. Il a gagné pas mal de belles épreuves, mais enfin j'étais quand même barré dans toutes les grandes épreuves par Idéal du Gazo. J'étais toujours second pratiquement. Mais là, Idéal du Gazo a l'air moins bien cette fois-ci. Non, faut pas le juger sur la dernière course qu'il a fait, parce que peut-être qu'il manquait de préparation, et puis depuis il aura eu le temps de se préparer. C'est le cheval que vous craignez, Idéal du Gazo? Oui, enfin Jorki principalement, Idéal du Gazo ensuite.
Comment est-il Yantin actuellement? Je pense qu'il est arrivé en pleine condition pour cette épreuve. Vous l'avez préparé pour cette épreuve? J'ai couru toutes les épreuves préparatoires en vue de l'amener bien pour le Prix d'Amérique. Et le Prix d'Amérique va se dérouler entre quels chevaux? Pour moi, Zorki, Yantin, idéal, ce serait les trois chevaux de la course. Alors nous allons voir maintenant sur notre écran, du moins je présume, les voici, les pronostics de Pirate Press. En tête, elle a placé Jorki le 17, ensuite Yantin qui reste sur tant de victoires consécutives le 11, puis Classical Way, la jument américaine mal partie l'autre jour, le 14, Idéal du Gazo, le plus beau trotteur de tous, deuxième du Prix d'Amérique il y a 2 ans, le 18, puis Illéran en progrès, le 5, Grand Prix qui a déjà gagné le Prix d'Amérique, le 15, et Istreki, le 10. Vous verrez la course du début à la fin demain soir à l'édition du journal télévisé à 20h. On va, c'est vrai, maintenant je vais pouvoir donner l'antenne à la porte de Versailles, car Bernard Pradino a sélectionné des passages très intéressants de ce qu'a dit M. Mitterrand. À vous, si vous êtes prêts, la porte de Versailles. Chers camarades, réfléchissons. La démocratie est en péril. Et parmi les mots d'ordre qui circuleront tous ces temps-ci, afin de faire comprendre aux Français, de les saisir de quelques idées simples. Oui, je voudrais que la campagne pour l'élection présidentielle serve à faire prendre conscience d'idées simples et d'idées fortes. Chers camarades, il faut sauver la République. Oh, nous ne sommes pas en dictature, que de fois l'ai-je répété, mais nous ne sommes plus tout à fait en République. Disons que nous vivons sous une sorte de monarchie déguisée qui ne serait même plus constitutionnelle. Un président tout-puissant qui tient tout dans ses mains et qui, me semble-t-il, aime ça. Le gouvernement de la France, dont la Constitution de 1958 nous dit qu'il existe si bien qu'il devrait normalement conduire les affaires du pays. Et qu'est-ce qu'il est devenu, le gouvernement? Le savez-vous, chers camarades? Quel est ce Premier ministre et quels sont ces ministres? Enfin, soyons justes. Le Premier ministre, on le voit. À quoi sert-il? J'en dirai un mot tout à l'heure. Mais le gouvernement de la France, aujourd'hui disparu, effacé, derrière le pouvoir du président de la République, ce n'est pas pour cela, chers camarades, que je suis candidat. Malcoppin, peut-on dire ce soir que le Parti socialiste a retrouvé son unité? Bien, l'unité est retrouvée à travers ces votes dont vous avez parlé tout à l'heure et qui ont été acquis à l'unanimité ou à la presque unanimité. Et cette unité retrouvée est symbolisée aussi par ces images que nous avons vues au début du journal, des leaders des principaux courants rassemblés autour de François Mitterrand. Mais si vous voulez, regardons de plus près le sort ou ce qui se passe du côté de ceux qui étaient des minoritaires il y a encore peu de temps. Pierre Mauroy, eh bien on peut dire que Pierre Mauroy est vraiment totalement dans la course. Il n'a pas voulu nous le dire tout à l'heure à Antenne de Midi, mais on sait qu'il sera l'un des principaux porte-parole de François Mitterrand au cours de sa campagne. Michel Rocard. Eh bien Michel Rocard, pour sa part, est prêt à faire une vingtaine de meetings, et peut-être même davantage, des meetings au cours desquels il va soutenir François Mitterrand. Mais on peut dire que s'il fait campagne pour François Mitterrand, il ne fera pas, en tout cas pour l'instant, campagne avec François Mitterrand, car il ne fait pas encore partie, ne fait pas partie des équipes qui conçoivent la campagne. Alors un certain nombre de rocardiens ont quand même des états d'âme, malgré ce que nous disait l'un d'entre eux, M. Le Pinsec tout à l'heure. Ils ont des états d'âme et sont peut-être un peu plus rocardiens que Michel Rocard, en pensant que le coup de chapeau que François Mitterrand a donné à Michel Rocard, et je vous signale qu'il en a redonné un autre encore un peu plus accentué tout à l'heure à la porte de Versailles, n'était pas tout à fait quand même un geste politique. L'un d'entre eux me disait: nous sommes au bord de la piste,
et nous attendons un signe. Je crois que c'est seulement si ce signe a lieu que l'on pourra parler d'un parti vraiment rassemblé pour la campagne électorale. En tous les cas, le PS se lance dans une grande bataille. Qu'est-ce qu'il pense, lui, le PS, de ses chances de victoire? Eh bien, je dirais que le climat a beaucoup changé par rapport à ce qu'il était au cours de ces dernières années, et même et surtout par rapport à ce qu'il était à l'automne dernier. Mais pour autant, je ne crois pas que l'on puisse dire que les socialistes, en tout cas, ils se gardent bien de dire qu'ils sont certains de la victoire. Je pense simplement qu'ils pensent désormais à la possibilité de cette victoire. Et vous vous rappelez d'ailleurs ce que disait François Mitterrand il y a quelques semaines dans une interview, je crois, à Paris Match. L'élection de Valéry Giscard d'Estaing est probable, mais mon élection est possible. Merci, Noël Copin. Il y a 3 siècles, le clavecin faisait fureur. C'est un instrument roi. Puis le piano est arrivé, qu'il a complètement détrôné et pour longtemps. Il a fallu attendre ces dernières années pour voir s'éveiller à nouveau un certain goût pour le clavecin. Si vous voulez vous familiariser avec cet instrument, je vous recommande la série de concerts de Brigitte Hautebourg au Théâtre Saint-Georges à Paris. En France, il y a seulement 20 ans, on ne trouvait qu'une dizaine de clavecins en état de marche. Mais les grands solistes, comme Brigitte Hautebourg, ont recréé le goût, la mode du clavecin. Il en existe aujourd'hui 1 millier. De nombreux conservatoires l'ont adopté et même la pop music l'utilise. Le coût d'un clavecin reste toutefois élevé, environ 6 millions de centimes. Cela s'explique par la qualité des bois et la fabrication entièrement manuelle qui demande plusieurs mois de travail. Ce sont des instruments qui, quand ils sont anciens, sont superbes, avec une histoire, avec des peintures, avec une mécanique vraiment très très riche. Et je pense qu'en tant que claveciniste, on ne peut pas ne pas être lié avec un facteur de clavecin pour voir et savoir comment on construit l'instrument et ce qu'on peut en apporter soi-même sur le plan du jeu par rapport à la manière dont il est construit. Et c'est vraiment très important de pouvoir travailler bien avec un facteur de clavecin. Le trafic aérien était très perturbé aujourd'hui dans la région parisienne, notamment à Orly et à Roissy. Le brouillard a fait annuler nombre de décollages et plusieurs avions ont dû aller atterrir ailleurs, notamment à Londres, Bruxelles, Lyon et Marseille. Il y avait moins de brouillard à Londres qu'à Paris, imaginez-vous. Dans les Hautes-Pyrénées, divers accidents sont survenus sur des pistes glacées à cause de la recrudescence du froid et un village a été coupé du monde pendant une semaine par une avalanche. Il s'agit de Clavent en Haute-Oisans, en Isère, où vraiment pendant une semaine, on n'a eu aucun contact avec le monde extérieur. Les inondations continuent, pour ce qui est notamment de Paris, où les eaux vont atteindre demain 4,70 m, les eaux de la Seine. La Marne est sortie de son lit en amont de la capitale. Les départements de la Seine-et-Marne et de l'Essonne sont très touchés par la montée des eaux. Pour demain, le temps sera ensoleillé en montagne ainsi que sur la région méditerranéenne. Ailleurs, de nombreux brouillards au lever du jour, souvent givrants. De l'Aquitaine au centre et au nord-est, des éclaircies apparaîtront l'après-midi, sauf sur le nord du pays où les nuages resteront abondants. Les températures varieront peu par rapport à aujourd'hui. Notre édition est terminée. Les dernières informations vous seront données par Gérard Holtz à 23h20. Et si tel est votre bon plaisir, nous nous retrouverons demain pour Antenne de midi et au journal de 20h. Bonsoir, merci.